Je fixais l'écran de mon téléphone, relisant le message texte pour la 3e fois, espérant que les mots se réorganiseraient d'une manière ou d'une autre pour former quelque chose de sensé. Nous faisons des rénovations. Tu paies la moitié. Ma sœur Amanda avait écrit cela, suivi d'un devis d'entrepreneur s'élevant à 94 000 $. L'audace m'a frappé comme une gifle physique. Elle n'avait pas demandé mon avis, elle n'en avait pas discuté, elle ne m'avait même pas averti que cela allait arriver. Elle avait simplement décidé que mon argent durement gagné appartenait à sa maison, à sa cuisine de rêve, à ses améliorations de salle de bain de luxe. Maman dit que c'est ton tour de contribuer. Le 2e message disait cela, comme si la parole de notre mère était une sorte de commandement divin qui ouvrait automatiquement mon portefeuille. Des années d'abus de la part d'Amanda ont traversé mon esprit en un instant. Je m'appelle Carl et j'ai 32 ans. Aussi loin que je me souvienne, ma famille a fonctionné selon une seule règle simple, Amanda obtient ce qu'Amanda veut, et tous les autres trouvent un moyen d'y parvenir. Ayant grandi dans la banlieue de l'Ohio, j'ai vu ma jeune sœur maîtriser l'art de la manipulation avant même de savoir lasser ses chaussures. Pendant que je passais mon adolescence à faire des petits boulots et à économiser chaque centime pour l'université, Amanda perfectionnait son numéro de petite fille impuissante, un numéro qui ne manquait jamais d'ouvrir le portefeuille de papa ou de faire fondre la détermination de maman. Notre père est décédé il y a 5 ans d'une crise cardiaque soudaine, laissant derrière lui la modeste maison de plain-pied à 3 chambres où nous avions grandi. Dans son testament, il a partagé la propriété à parts égales entre Amanda et moi, pensant probablement que nous la vendrions et diviserions le produit comme des adultes raisonnables. Au lieu de cela, Amanda s'y est installée immédiatement après les funérailles, affirmant qu'elle avait besoin d'un endroit pour guérir et gérer son deuil. C'était il y a 5 ans, et elle y vit gratuitement depuis, me traitant comme un partenaire silencieux qui devrait contribuer financièrement, mais n'avoir jamais de véritable mot à dire sur les décisions. La maison elle-même n'a rien de spécial. Construite en 1978, elle fait environ 1800 pieds carrés sur un terrain d'un quart d'acre. Papa l'avait gardée en bon état, mais elle montrait certainement son âge. Les armoires de cuisine étaient en chêne d'origine, passées de mode il y a des décennies. La salle de bain principale avait toujours les mêmes accessoires verre avocat datant de l'administration Carter, et le sous-sol était une caverne de béton inachevé remplie de boîtes de rangement et de décorations de fête. Mais Amanda avait de grandes visions. Elle avait passé l'année précédente à publier des tableaux Pinterest remplis de comptoirs en marbre, d'éviers de style ferme et de retraites de salles de bain de type spa. Elle se promenait chez Home Depot comme d'autres personnes visitent des galeries d'art, prenant des photos de présentoirs de carreaux et de luminaires qui coûtaient plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. J'avais supposé que tout cela n'était que des vœux pieux, le genre de planification fantaisiste qui aide les gens à traverser le quotidien banal. J'aurais dû être plus perspicace. Amanda est en situation de chômage chronique depuis près de 3 ans, changeant d'emploi comme on change d'allergie saisonnière. Elle a tenu 6 mois comme réceptionniste dans un cabinet dentaire, avant de décider que l'environnement était trop toxique. Elle s'est essayée à l'immobilier pendant environ 5 minutes, jusqu'à ce qu'elle réalise que cela nécessitait un travail réel et de gérer le rejet. Son poste le plus récent était dans une boutique de vêtements, qu'elle avait quitté il y a seulement 2 mois, car son responsable était jaloux de sa capacité de vente naturelle. Pendant ce temps, je travaille de 60 à 70 heures par semaine comme ingénieur mécanique dans une usine de fabrication située à 2 heures de là, à Cleveland. Je vis dans un modeste appartement d'une chambre, je conduis une Honda Civic fiable, mais peu excitante, et je passe la plupart de mon temps libre à rattraper mon travail ou à rendre visite à maman, pour m'assurer qu'elle prend soin d'elle. J'avais réussi à économiser un fonds d'urgence décent et j'envisageais même d'acheter ma propre maison un jour, peut-être quelque chose avec une petite cour où je pourrais enfin avoir le chien que j'avais toujours voulu. Le devis d'entrepreneur qu'Amanda avait transmis provenait de Premier Home Solutions, une entreprise spécialisée dans les rénovations haut de gamme pour les familles aisées de banlieue. L'estimation était divisée en 3 catégories principales. Une révision complète de la cuisine pour 38 000 $, comprenant des armoires personnalisées, des comptoirs en granit et des appareils électroménagers de qualité professionnelle, une transformation de la salle de bain principale pour 22 000 $, avec des planchers chauffants, une douche à effet pluie et une baignoire à jet, et une rénovation du sous-sol terminée pour 34 000 $, comprenant un bar humide, une installation de cinéma maison et une chambre d'amis. Chaque amélioration ne profiterait qu'à Amanda. La cuisine deviendrait son terrain de jeu personnel de cuisine, malgré le fait qu'elle survive actuellement grâce à des plats à emporter et des repas au micro-ondes. La salle de bain principale se transformerait en sa retraite spa privée, remplaçant la douche et la baignoire parfaitement fonctionnelles qui avaient servi notre famille pendant des décennies.
Et la rénovation du sous-sol créerait un espace de vie supplémentaire qu'elle pourrait utiliser à sa guise, pendant que je continuerais de payer le loyer de mon petit appartement à Cleveland. Mais le vrai choc est survenu lorsque j'ai parcouru les documents joints plus attentivement. Au bas de l'estimation, en petits caractères, j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Le contrat avait déjà été signé, non pas par les deux propriétaires comme l'exigerait la loi pour une rénovation d'une telle ampleur, mais par Amanda seule. Et d'une manière ou d'une autre, impossible, il y avait une deuxième signature sur le document qui ressemblait étrangement à ma propre écriture. J'ai pris mon ordinateur portable et je me suis connecté à mon compte de messagerie, recherchant dans des mois de messages toute communication de Premier Home Solutions. Rien. J'ai vérifié ma pile de courrier ordinaire, cherchant des documents ou des contrats qui auraient pu être envoyés à mon appartement. Rien non plus. Mais alors que je fixais cette signature, une terrible prise de conscience a commencé à se former. Amanda collectait mon courrier de la maison familiale depuis des années, affirmant qu'elle aidait en l'apportant lors de réunions de famille ou en le déposant à mon appartement. Combien de documents importants avait-elle interceptés au fil des ans? Combien d'occasions avait-elle eu de s'entraîner à copier ma signature? Le téléphone a sonné, interrompant ma panique grandissante. Le numéro de maman est apparu à l'écran, et je savais qu'Amanda avait déjà commencé à faire opérer sa magie de manipulation. « Carl, chérie, je viens de raccrocher avec ta sœur », commença maman, sa voix portant ce ton particulier de déception qui avait été perfectionné pendant mon enfance. Elle m'a parlé des plans de rénovation, et je pense que c'est merveilleux qu'elle prenne enfin des initiatives pour améliorer la maison. Maman, elle veut que je paie 47 000 $ pour des rénovations dans sa maison, ai-je dit, essayant de garder ma voix calme et raisonnable. Je n'ai pas été consulté sur cette décision. Je n'y vis pas et je ne peux pas me permettre une telle dépense. Écoute, Carl, cette maison vous appartient à tous les deux et Amanda en prend tellement bien soin depuis toutes ces années. Ne penses-tu pas qu'il est temps que tu contribues de manière significative à la famille? Ton père aurait voulu que vous travailliez ensemble sur quelque chose comme ça. Le chantage émotionnel était prévisible, mais non moins efficace. Maman avait toujours excusé le comportement d'Amanda comme une exubérance juvénile ou une pensée créative, tout en m'exigeant un niveau de responsabilité et de maturité beaucoup plus élevé. Si Amanda ne parvenait pas à payer une facture, c'était parce qu'elle traversait une période difficile. Si je remettais en question ses décisions, c'était parce que j'étais égoïste et non solidaire. Je contribue beaucoup à cette famille, maman. Je descends là-bas un week-end sur 2 pour m'assurer que tu vas bien. J'ai aidé à payer les réparations de la voiture d'Amanda l'année dernière, et je n'ai jamais demandé de loyer ou de charge pour la maison dont je suis techniquement propriétaire à moitié. Mais c'est différent, chérie. Il s'agit d'investir dans la propriété familiale, d'en faire un endroit où les générations futures pourront créer des souvenirs. Amanda a de si belles idées pour rendre la maison à nouveau spéciale. J'ai mis fin à l'appel en me sentant frustré et émotionnellement épuisé, ce qui était l'effet recherché. Amanda avait déjà empoisonné le puits, présentant mes objections raisonnables comme de l'avidité égoïste, tout en se positionnant comme la visionnaire de la famille ayant les meilleurs intérêts d'Amanda à cœur. Mon refus catégorique de payer pour la rénovation fantaisiste d'Amanda a déclenché une réponse qui aurait impressionné les stratèges professionnels de la guerre. Dans les 24 heures suivant mon message texte de refus, elle avait lancé une campagne exhaustive conçue pour m'isoler de toute notre famille élargie et me dépeindre comme le méchant dans son histoire tragique d'abandon fraternel. Cela a commencé par les appels téléphoniques. Maman a appelé 3 fois mardi, chaque conversation étant plus manipulatrice émotionnellement que la précédente. Le premier appel était la déception, « Je pensais vraiment que tu changerais d'avis après avoir eu le temps d'y réfléchir, Carl. » Le deuxième était la culpabilité, « Ta sœur est tellement blessée que tu ne veuilles pas la soutenir, alors qu'elle essaie enfin de faire quelque chose de sa vie. » Le troisième était du pur chantage émotionnel, « Il ne me reste pas beaucoup d'années et j'espérais voir mes enfants travailler ensemble au lieu de se battre pour de l'argent. » Mais Amanda ne faisait que commencer. Elle a appelé notre tante Suzanne dans le Michigan, sanglotant sur la façon dont son frère égoïste détruisait la famille en refusant d'honorer la mémoire de leur père par des améliorations de la maison. Elle a contacté notre cousin Marc à Phoenix, expliquant en pleurs comment je laissais tomber la famille dans le besoin et forçais leur mère âgée à choisir son camp. Elle a même contacté mes amis du lycée sur Facebook, partageant des versions soigneusement éditées de notre échange de messages qui me faisaient passer pour un avare sans cœur, refusant d'aider sa sœur en difficulté. La campagne sur les réseaux sociaux était particulièrement vicieuse. Amanda a publié une série de stories Instagram qui racontait sa version des événements avec l'habileté d'un publiciste chevronné.
Le premier post montrait une photo de notre père dans le salon de la maison, avec la légende « Papa a toujours cru qu'il fallait investir dans la famille et créer un héritage pour les générations futures ». Le deuxième présentait une capture d'écran de tableau Pinterest rempli d'inspiration de rénovation domiciliaire, avec un texte superposé disant « Parfois, vos rêves doivent attendre, car tout le monde ne croit pas en votre vision ». Le troisième était un selfie en larmes accompagné d'un paragraphe sur le fait d'apprendre qui est votre vraie famille lorsque vous avez le plus besoin de soutien. Chaque publication a reçu des dizaines de commentaires sympathiques d'amis et de membres de la famille élargie qui n'avaient aucune idée de ce qui se passait réellement. Reste forte, Amanda. La famille doit toujours passer en premier. Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas ce qui compte vraiment dans la vie. La section des commentaires est devenue une véritable meute numérique, avec des gens que je connaissais depuis des années remettant soudainement en question mon caractère, uniquement sur la base du récit soigneusement élaboré par Amanda. Mais la note vocale d'ultimatum de Noël a été le moment où Amanda a finalement révélé sa vraie nature. J'ai écouté l'enregistrement de 3 minutes dans ma voiture pendant ma pause déjeuner, regardant mes mains trembler tandis que sa voix passait de sœur déçue à harpie hurlante. Tu sais quoi, Karl? Très bien. Très bien. Si tu vas être aussi égoïste et horrible, alors ne t'attends pas à une invitation à Noël cette année. J'organise la réception pour toute la famille, et je ne vais pas laisser ton attitude négative ruiner les vacances de tout le monde. Peut-être que passer Noël seul t'aidera à te souvenir de ce qui compte vraiment dans la vie, la famille. Mais apparemment, l'argent est plus important pour toi que les gens qui t'aiment. La note vocale continuait avec des accusations de plus en plus déséquilibrées. J'étais apparemment jaloux de son succès et de son bonheur, amer de sa relation étroite avec maman, et menacé par son indépendance et sa créativité. Elle m'a accusé de lui avoir volé des opportunités tout au long de notre enfance, d'avoir manipulé papa contre elle avant sa mort, et d'essayer de contrôler les finances de la famille comme une sorte de dictateur. Alors que j'écoutais cette agression verbale, quelque chose s'est mis en place. Il ne s'agissait pas vraiment d'argent ou de rénovation domiciliaire. Il s'agissait de contrôle, de manipulation et du besoin désespéré d'Amanda de maintenir sa position de victime perpétuelle de la famille, qui méritait un soutien et un accommodement constant. Le projet de rénovation n'était que la dernière manigance dans un schéma d'abus et de manipulation émotionnelle qui durait depuis toujours. J'ai décidé de mener ma propre enquête. Ce soir-là, je me suis rendu au palais de justice du comté et j'ai demandé des copies de tous les dossiers publics liés à notre propriété familiale. Ce que j'ai découvert m'a révulsé. Au cours des 3 dernières années, Amanda avait contracté 4 prêts distincts en utilisant la maison comme garantie. Le premier était un prêt personnel de 15 000 $ auprès d'une coopérative de crédit, soi-disant pour des réparations d'urgence. Le deuxième était une ligne de crédit de 20 000 $ auprès d'une banque nationale, répertoriée comme amélioration de la propriété. Le troisième était une avance de fonds de 12 000 $ auprès d'une société de prêt sur salaire, avec des taux d'intérêt frôlant l'usure. Le quatrième était un refinancement de 30 000 $ par l'intermédiaire d'un courtier hypothécaire, ostensiblement pour consolider la dette et améliorer les flux de trésorerie. Aucun de ces prêts n'avait requis ma signature en tant que copropriétaire, car Amanda s'était déclarée seule occupante et principale gardienne de la propriété. Techniquement, elle avait commis une fraude, mais le prouver nécessiterait des poursuites judiciaires coûteuses qui pourraient même ne pas aboutir. La dette totale garantie sur notre maison familiale s'élevait désormais à 77 000 $, sans compter le solde hypothécaire initial que papa avait presque remboursé avant sa mort. Amanda avait essentiellement volé la valeur nette qui représentait mon héritage, l'utilisant pour financer 3 années de chômage et de choix de style de vie de luxe. Mais il y avait plus. J'ai passé la soirée suivante à éplucher les publications sur les réseaux sociaux, à la recherche d'indices sur la façon dont Amanda dépensait cet argent emprunté. Son compte Instagram racontait l'histoire de quelqu'un vivant bien au-delà de tout moyen raisonnable pour une personne au chômage. Des photos de dîners dans des restaurants chers 2 ou 3 fois par semaine, des achats dans des magasins de vêtements haut de gamme et des boutiques de cosmétiques, des voyages de week-end à Nashville, Chicago et Miami avec des groupes d'amis qui avaient clairement plus d'argent que de bon sens. Le mois dernier seulement, elle avait publié des photos d'un week-end spa dans la Napa Valley qui devait avoir coûté 3 000 $, suivi immédiatement d'une virée shopping à San Francisco, qui comprenait des sacs à main valant plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Elle vivait comme une enfant de la haute société, tout en drainant systématiquement la valeur nette de la maison de notre père, se positionnant comme la victime en difficulté qui avait besoin du soutien de la famille. La désinvitation de Noël aurait dû me blesser davantage. Au lieu de cela, je me suis senti soulagé. Je n'aurais pas à passer les vacances sur des œufs,
à regarder Amanda jouer son rôle de petite fille impuissante, tandis que nos proches la louaient pour avoir si bien pris soin de la maison familiale. Je n'aurais pas à me mordre la langue pendant qu'elle acceptait la sympathie et le soutien financier de personnes qui n'avaient aucune idée qu'elle menait une vie complètement frauduleuse. J'ai également réalisé qu'Amanda avait commis une erreur tactique. En me coupant de Noël, elle m'avait donné l'occasion parfaite de documenter tous les mensonges qu'elle raconterait à la famille sur mon absence. Les gens voudraient savoir pourquoi je n'étais pas là, et Amanda devrait soit admettre qu'elle m'avait désinvité à cause d'argent, soit créer une fiction élaborée que je pourrais plus tard démentir. Le 20 décembre, 4 jours seulement avant Noël, Amanda a publié l'annonce officielle, la célébration de Noël de cette année sera extra spéciale, j'accueille toute la famille chez moi pour la première fois depuis le décès de papa. J'ai hâte de partager l'amour, les rires et la gratitude avec les personnes qui comptent vraiment. Certaines personnes choisissent l'argent plutôt que la famille, mais nous nous choisissons les uns les autres à chaque fois. La publication comprenait des photos de décorations de fêtes coûteuses dans toute la maison, des arrangements de Noël d'aspect professionnel et ce qui semblait être de la nourriture traiteur. Tout dans ces photos représentait de l'argent qu'Amanda n'avait pas, emprunté sur une propriété qui était à moitié la mienne, dépensé pour maintenir une illusion de succès et de stabilité qui était complètement fausse. J'ai fait des captures d'écran de chaque publication, j'ai sauvegardé chaque commentaire et j'ai commencé à documenter une chronologie de la tromperie financière d'Amanda. Si elle voulait jouer à des jeux avec les relations familiales et la réputation publique, j'allais m'assurer d'avoir tous les faits prêts lorsque la vérité éclaterait inévitablement. Ma suspicion grandissante concernant les manigances financières d'Amanda m'a amené à embaucher Jason Torres, un détective privé spécialisé dans les cas de fraude et la découverte d'actifs. Jason m'a été fortement recommandé par un collègue dont l'ex-femme avait caché des actifs lors de leur procédure de divorce, et ses tarifs étaient raisonnables pour ce qui s'annonçait comme une enquête simple. J'ai besoin de savoir exactement comment ma sœur a utilisé notre propriété commune comme garantie et si elle s'est livrée à des activités frauduleuses, ai-je expliqué lors de notre première rencontre dans un café près de mon bureau. Jason était un ancien détective de police au début de la cinquantaine, avec des cheveux grisonnants et le genre de calme, de méthode qui inspirait confiance. La fraude immobilière entre membres de la famille est malheureusement plus courante que les gens ne le pensent, m'a-t-il dit, sortant une tablette pour prendre des notes. Souvent, la partie frauduleuse suppose que la victime ne poursuivra pas d'action en justice, en raison des relations familiales. Ils utilisent la manipulation émotionnelle et la culpabilité pour éviter la responsabilisation. J'ai également retenu Sandra Kim, une comptable judiciaire spécialisée dans le traçage des actifs cachés et la découverte d'irrégularités financières. Sandra avait travaillé sur plusieurs affaires de détournement de fonds très médiatisées et avait la réputation de trouver de l'argent que les gens pensaient avoir réussi à cacher. D'après ce que vous avez décrit, votre sœur s'est probablement engagée dans un vol systématique de capital, a expliqué Sandra lors de notre consultation. Nous devrons retracer chaque prêt, chaque demande de crédit et chaque transaction financière liée à la propriété. Nous voudrons également examiner ses habitudes de dépenses personnelles pour voir où l'argent emprunté est réellement allé. L'enquête a duré 3 semaines et m'a coûté $2000, mais les résultats ont été absolument dévastateurs. Les recherches de Jason ont révélé qu'Amanda menait ce qui s'apparentait à une opération de fraude financière à petite échelle depuis plus de 3 ans. Les prêts immobiliers que j'avais déjà découverts n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. L'analyse judiciaire de Sandra a révélé 6 cartes de crédit supplémentaires qui avaient été ouvertes en utilisant la maison familiale comme preuve d'actifs et de stabilité de revenus. Amanda avait apparemment prétendu être travailleuse autonome dans la gestion immobilière, déclarant gagner $60 000 par an grâce aux conseils en propriété résidentielle. Chaque carte de crédit avait été épuisée quelques mois après son approbation, avec des achats allant de vêtements de luxe et de bijoux à de l'électronique coûteuse et des forfaits vacances. Mais la découverte la plus choquante concernait les revenus locatifs qu'Amanda collectait à mon insu. L'enquête de Jason a révélé qu'elle louait le sous-sol et le garage à des étudiants du collège communautaire voisin, collectant $800 par mois en espèces depuis les 2 dernières années. Elle avait créé des entrées séparées pour maintenir l'illusion qu'elle vivait seule, tout en profitant secrètement d'une propriété qui était à moitié la mienne. L'arrangement locatif expliquait pourquoi les publications d'Amanda sur les réseaux sociaux ne montraient jamais le sous-sol ou le garage et pourquoi elle avait tant insisté sur la rénovation du sous-sol. Elle avait besoin d'expulser ses locataires actuels et d'améliorer l'espace pour justifier des frais de loyer plus élevés, mais elle avait besoin de mon argent pour financer les améliorations qui augmenteraient ses revenus locatifs illégaux. Jason a également découvert qu'Amanda interceptait le courrier qui m'était adressé à la propriété familiale depuis plus de 4 ans. Elle avait apparemment établi un schéma consistant à collecter le courrier pendant la journée,
puis à le trier pour déterminer ce qu'elle voulait que je voie et ce qu'elle préférait gérer elle-même. Des documents importants de l'évaluateur du comté, de la société hypothécaire et de diverses institutions financières avaient été détournés à son attention personnelle, lui donnant l'occasion de forger des signatures et de prendre des décisions financières à mon insu ou sans mon consentement. La signature falsifiée sur le contrat de rénovation n'était que l'exemple le plus récent d'un schéma systématique de vol d'identité. L'analyse de Sandra a révélé au moins 8 autres documents portant des signatures étrangement similaires, y compris des demandes de prêt, des réclamations d'assurance, et même un appel d'impôt foncier qui avait réduit notre fardeau fiscal annuel, tout en augmentant la marge de profit d'Amanda sur le revenu locatif illégal. Mais la découverte la plus exaspérante était peut-être la situation financière réelle d'Amanda. Malgré des années à emprunter de l'argent et à percevoir des revenus locatifs, elle faisait maintenant face à de graves conséquences financières qu'elle essayait désespérément de cacher à la famille. Le prêt sur salaire était en défaut, avec des frais d'intérêt qui avaient fait gonfler le solde à près de 18 000 $. 2 des cartes de crédit étaient poursuivies par des agences de recouvrement, et la banque qui avait émis le plus grand prêt immobilier entamait des procédures de saisie. Le chômage d'Amanda n'était pas un revers temporaire ou de la malchance. C'était un choix de style de vie délibéré qu'elle finançait par la fraude et la tromperie systématique. Elle vivait comme une personne riche tout en accumulant des dettes massives qui étaient garanties sur une propriété qui nous appartenait à tous les deux. Lorsque la procédure de saisie se terminerait, je perdrais mon héritage pour payer les choix de vie frauduleux d'Amanda. La rénovation de 94 000 $ n'était pas un projet d'amélioration de la maison. C'était une tentative désespérée d'augmenter suffisamment la valeur de la propriété pour refinancer toutes ses dettes existantes et recommencer le cycle. Elle avait besoin de mes 47 000 $, non pas pour payer des entrepreneurs, mais pour satisfaire des créanciers qui menaçaient d'une action en justice. La rénovation était la dernière chance d'Amanda de maintenir son château de cartes avant que tout ne s'écroule. L'enquête de Sandra a également révélé la source du financement de la fête de Noël d'Amanda. 2 semaines seulement avant les vacances, elle avait contracté une avance de fonds sur l'une de ses rares cartes de crédit restantes, retirant 4 000 $ pour payer les décorations, la nourriture traiteur et les cadeaux pour les membres de la famille. Elle empruntait littéralement de l'argent pour maintenir l'apparence de stabilité financière, alors que toute son opération frauduleuse s'effondrait. Mais Jason a découvert un autre détail crucial qui allait tout changer. Lors de sa surveillance de la propriété, il avait remarqué une quantité inhabituelle d'activité le 23 décembre, la veille de Noël. Plusieurs voitures avec des plaques d'immatriculation d'autres États avaient visité la maison, restant pendant des périodes de 30 à 45 minutes. Lorsqu'il a vérifié les numéros de plaques, il a découvert qu'ils appartenaient à des investisseurs immobiliers et des promoteurs de Columbus et de Cincinnati. Amanda ne faisait pas seulement une fête de Noël pour m'exclure et manipuler la famille. Elle montrait secrètement la maison à des acheteurs potentiels, prévoyant de vendre la propriété à mon insu ou sans mon consentement. Le rassemblement des fêtes servait de couverture pour mener des affaires immobilières, et les décorations sophistiquées et la nourriture traiteur étaient des éléments de mise en scène conçus pour impressionner les acheteurs potentiels. Tout a soudainement eu un sens. Le calendrier d'Amanda s'effondrait et elle avait besoin de vendre la maison rapidement pour éviter la saisie et les accusations de fraude criminelle. Elle avait prévu de m'exclure de Noël, de finaliser la vente pendant la période des fêtes, lorsque je serais moins susceptible de découvrir ce qui se passait, puis de me présenter un fait accompli et un chèque pour ma part du produit, moins toutes ces dettes frauduleuses. La célébration de Noël de la famille était en fait une visite immobilière déguisée en fête de fin d'année. Et Amanda prévoyait de voler mon héritage pour couvrir ses propres crimes financiers. La veille de Noël est arrivée avec une sorte de froid glacial de décembre qui donnait à Cleveland l'impression d'être au bout du monde. J'ai passé la matinée dans mon appartement, regardant la neige s'accumuler sur mon balcon, tandis que le compte Instagram d'Amanda explosait de contenu de vacances soigneusement orchestré, conçu pour présenter son rassemblement familial parfait et mon absence manifeste. Le premier post est apparu à 9h30 du matin. Une photo d'une table à manger décorée de manière élaborée avec des couverts professionnels, des centres de table de Noël coûteux et ce qui semblait être des arrangements de nourriture traiteur. La magie de Noël opère dans la maison familiale. Tellement reconnaissante envers tous ceux qui comprennent ce qui compte vraiment. Amour, unité et création de beaux souvenirs avec les personnes qui choisissent d'être ici. Le reproche passif-agressif était suffisamment subtil pour maintenir une dénégation plausible, tout en indiquant clairement que mon absence était un choix personnel plutôt que sa décision de m'exclure. Les commentaires ont afflué des membres de la famille élargie, exprimant leur enthousiasme pour le rassemblement et félicitant Amanda pour avoir maintenu les traditions familiales en vie. À midi,
elle avait publié une série de stories Instagram montrant divers proches arrivant à la maison, chacun portant des cadeaux et arborant des sourires forcés pour les efforts de documentation d'Amanda. J'ai reconnu ma tante Suzanne du Michigan, l'oncle Dave et sa femme Carole de Toledo, et plusieurs cousins que je n'avais pas vus depuis les funérailles de papa. Tout le monde semblait bien habillé et prêt pour un après-midi de célébration des fêtes, complètement inconscient qu'ils servaient de figurants involontaires dans le stratagème de marketing immobilier d'Amanda. Mais le poste le plus douloureux est arrivé à 13h15, avec une photo qui m'a serré l'estomac d'une émotion inattendue. Amanda avait invité Sarah Martinez, mon ex-petite amie de l'université, la positionnant en évidence dans une photo de groupe de la famille et de la « famille choisie », célébrant l'amour et la loyauté. Sarah et moi étions sortis ensemble pendant 3 ans et nous nous étions séparés à l'amiable, lorsque j'avais pris mon poste d'ingénieur à Cleveland et qu'elle avait accepté un poste d'enseignante à Columbus. Nous avions maintenu un contact amical via les réseaux sociaux, mais je ne l'avais pas vue en personne depuis plus de 2 ans. Amanda savait exactement ce qu'elle faisait en invitant Sarah. Elle démontrait que même mon ex-petite amie méritait une place à la table familiale plus que moi, tout en créant l'impression visuelle que Sarah me remplaçait d'une manière ou d'une autre dans la dynamique familiale. La photo montrait Sarah riant et interagissant chaleureusement avec maman et d'autres proches, ayant l'air à l'aise et bienvenue dans ma maison d'enfance, pendant que je passais la veille de Noël seul dans mon appartement. Les commentaires sur cette publication particulière étaient particulièrement brutaux. Sarah s'intègre parfaitement à la famille. Certaines personnes apprécient ce qu'elles ont, d'autres non. J'adore voir des liens authentiques avec des gens qui se soucient réellement les uns des autres. Mais en faisant défiler les publications d'Amanda plus attentivement, j'ai commencé à remarquer des détails qui confirmaient les découvertes de Jason. En arrière-plan de plusieurs photos, je pouvais voir des couples d'âge moyen inconnus, habillés plus formellement que lors d'un rassemblement familial typique. Ils semblaient examiner la maison elle-même plutôt que de participer aux conversations de vacances, vérifiant les améliorations de la cuisine qu'Amanda avait prévues, mesurant les espaces du regard et prenant leurs propres photos discrètes. Une story Instagram a par inadvertance capturé un homme en costume d'affaires examinant l'entrée du sous-sol, tandis que les membres de la famille se rassemblaient autour du sapin de Noël dans le salon. Une autre montrait une femme vêtue d'une tenue immobilière coûteuse, prenant des notes sur son téléphone alors qu'elle se tenait près des zones rénovées qu'Amanda présentait en ligne. Le plus révélateur, c'est que plusieurs des publications de célébration familiale présentaient des angles de caméra stratégiques, qui mettaient en valeur des zones spécifiques de la maison, plutôt que de se concentrer sur les personnes ou les activités de vacances. Amanda menait essentiellement une séance photo immobilière déguisée en documentation familiale, créant du matériel de marketing qui démontrait le potentiel de la propriété, tout en utilisant nos proches comme éléments de mise en scène pour créer de la chaleur et de l'habitabilité. À 14h30, j'ai remarqué ma Honda Civic en arrière-plan de l'une des stories Instagram d'Amanda. Elle avait emprunté ma voiture 6 semaines auparavant, affirmant qu'elle avait besoin d'un transport fiable pour une série d'entretiens d'embauche. Lorsque j'avais demandé son retour, elle avait retardé et trouvé des excuses, disant qu'elle l'utilisait toujours pour des réunions importantes et qu'elle me la rendrait bientôt. Maintenant, je réalise que ces réunions étaient probablement des consultations avec des agents immobiliers, des créanciers et des acheteurs potentiels, toutes menées en utilisant mon véhicule, pendant qu'elle prévoyait de voler mon héritage. La voiture représentait l'occasion parfaite pour ma contre-attaque. Amanda avait diffusé son emplacement à des centaines d'abonnés sur les réseaux sociaux, démontrant qu'elle utilisait ma propriété sans permission, tout en m'excluant simultanément des réunions de famille. Ses propres publications serviraient de preuve à la fois de son vol et de son comportement vindicatif. J'ai appelé Best Choice Towing, une entreprise que j'avais utilisée une fois auparavant lorsque quelqu'un avait bloqué ma place de parking d'appartement. J'ai besoin de récupérer mon véhicule de quelqu'un qui l'utilise sans permission, ai-je expliqué au répartiteur. J'ai des documents prouvant la propriété et je sais exactement où il se trouve. Pas de problème, monsieur. Nous pouvons avoir un camion sur place dans les 30 minutes. Vous devrez fournir une preuve de propriété et payer les frais de remorquage, mais nous gérons ces situations tout le temps. J'ai rassemblé mon immatriculation de voiture, mes documents d'assurance et ma clé de rechange, puis j'ai conduit ma voiture de location jusqu'à une position d'où je pouvais surveiller la rue d'Amanda sans être évident. Jason m'avait appris l'importance de la documentation, alors j'ai configuré mon téléphone pour enregistrer tout ce qui allait se dérouler. À exactement 15h45, j'ai posté mon commentaire sur la story Instagram la plus récente d'Amanda. Belle fête. La voiture dont on allait? La mienne. La dépanneuse est en route. Puis, je me suis assis et j'ai attendu que le spectacle commence.
La dépanneuse est arrivée à exactement 15h52, grondant dans la rue calme de banlieue d'Amanda comme un héros mécanique de la justice. J'ai regardé depuis ma position à 2 pâtés de maison de là, tandis que le chauffeur, un homme costaud en salopette et un gilet de sécurité réfléchissant, sortait et commençait à examiner ma Honda Civic. Il a vérifié la plaque d'immatriculation par rapport à ses papiers, puis a commencé à positionner le camion pour un accès optimal à ma voiture. La maison d'Amanda a explosé dans le chaos en quelques minutes. À travers la caméra de mon téléphone, je pouvais voir des membres de la famille se précipiter vers les fenêtres avant, pointant la dépanneuse et gesticulant frénétiquement. Quelqu'un à l'intérieur a dû repérer mon commentaire Instagram, car soudain la porte d'entrée s'est ouverte et Amanda est sortie en courant, dans sa robe de Noël coûteuse et ses chaussures à talons hauts, se déplaçant plus vite que je ne l'avais vu bouger depuis des années. « Attendez, attendez. Vous ne pouvez pas remorquer cette voiture » a-t-elle crié au chauffeur qui a calmement continué à préparer son équipement. « C'est la voiture de mon frère et il a dit que je pouvais l'utiliser. » Le chauffeur de la dépanneuse a levé les yeux de son travail. « Madame, j'ai un bon de travail du propriétaire du véhicule demandant la récupération de sa propriété. Si vous avez des documents prouvant que vous êtes autorisé à utiliser ce véhicule, j'aurai besoin de les voir maintenant. » La voix d'Amanda a atteint un niveau qui a probablement dérangé les chiens à 3 pâtés de maison. « C'est ridicule. Il est juste méchant parce que nous avons eu un désaccord familial. C'est la veille de Noël, pour l'amour de Dieu. » À ce moment-là, tout le rassemblement de Noël s'était répandu sur la pelouse avant. Maman est apparue dans l'embrasure de la porte, vêtue de sa meilleure robe de fête, l'air confus et embarrassé. Tante Suzanne et oncle Dave se tenaient sur le porche, visiblement mal à l'aise face à la scène publique qui se déroulait sous leurs yeux. Plusieurs cousins avaient sorti leur téléphone, enregistrant la crise d'Amanda pour leur propre documentation sur les réseaux sociaux. Mais, plus important encore, les étrangers bien habillés que j'avais repérés sur les photos d'Amanda regardaient également depuis le bord de la propriété. Un couple d'âge moyen en tenue d'affaires se tenait près d'un VUS Lexus noir, clairement des professionnels de l'immobilier qui étaient venus voir la maison et se retrouvaient à assister à une crise familiale. Une deuxième acheteuse potentielle, une femme dans la cinquantaine portant un manteau de laine coûteux, retournait déjà vers sa Mercedes, visiblement mal à l'aise avec le drame domestique. « C'est absolument humiliant », ai-je entendu l'une des personnes de l'immobilier dire à son compagnon. « Nous devrions revenir une autre fois lorsqu'ils auront résolu leurs problèmes familiaux. » Amanda a remarqué les acheteurs potentiels partir. Sa panique s'est intensifiée. « Non, attendez. Cela n'a rien à voir avec la maison. Mon frère fait juste une sorte de dépression nerveuse à cause de désaccords familiaux. La propriété est toujours disponible. » Le chauffeur de la dépanneuse avait fini d'attacher ma voiture et se préparait à partir. Amanda a couru après le camion dans ses talons hauts, s'agrippant même au panneau latéral et criant à propos des droits de propriété et des urgences familiales. Le chauffeur s'est arrêté et a baissé sa vitre. « Madame, si vous ne vous éloignez pas du véhicule, je vais devoir appeler la police. Ceci est une récupération légale de propriété volée et interférer avec un dépanneur est une infraction pénale dans cet état. » Propriété volée ? Volée ? Cette voiture appartient à mon frère égoïste et vindicatif qui essaie de détruire Noël parce qu'il ne veut pas aider sa famille. Le chauffeur est resté complètement professionnel. Selon mes papiers, le propriétaire du véhicule l'a signalé manquant après de multiples tentatives pour le récupérer par communication personnelle. Si vous avez un litige légal concernant la voiture, vous devrez le résoudre devant les tribunaux ou directement avec le propriétaire. Alors que ma Honda disparaissait dans la rue à l'arrière de la dépanneuse, le rassemblement de Noël d'Amanda s'est complètement désintégré. Les acheteurs potentiels restants sont partis immédiatement, clairement mal à l'aise avec le litige de propriété dont ils avaient été témoins. Les membres de la famille élargie ont commencé à trouver des excuses embarrassantes, disant qu'ils devaient rentrer chez eux avant la nuit ou qu'ils avaient d'autres engagements de vacances à honorer. Maman a essayé de sauver la situation en invitant tout le monde à rentrer pour le dessert et le café, mais l'ambiance avait été irrémédiablement gâchée. Par les fenêtres avant, je pouvais voir des gens rassembler leurs manteaux et leurs cadeaux, manifestement désireux d'échapper à la scène embarrassante. Mais Amanda n'avait pas fini. Elle a sorti son téléphone et m'a appelé directement. Sa voix était une combinaison de rage et de désespoir qui a probablement été enregistrée par l'équipement sismique. « Karl, qu'est-ce que tu penses que tu fais ? Tu viens de m'humilier devant toute la famille la veille de Noël. Comment peux-tu être aussi vindicatif et cruel ? J'ai repris ma voiture que tu utilisais sans permission depuis 6 semaines, ai-je répondu calmement.
La même voiture que tu conduisais à des rendez-vous immobiliers, pendant que tu prévoyais de vendre notre maison sans mon consentement. Il y a eu un moment de silence stupéfait. De quoi tu parles? Je ne vends rien. Amanda, je suis au courant des procédures de saisie. Je suis au courant de tous les prêts que tu as contractés sur la maison. Je suis au courant des locataires du sous-sol que tu cachais. Je suis au courant des signatures falsifiées sur les documents financiers. Et je sais que le rassemblement de Noël d'aujourd'hui était en fait une couverture pour montrer la maison à des acheteurs potentiels. Un autre silence, plus long cette fois. Quand Amanda a repris la parole, sa voix avait changé, passant d'énervée à calculatrice. Je ne sais pas quels mensonges les gens t'ont raconté, mais tu te trompes complètement sur tout. Je prends soin de notre propriété familiale depuis 5 ans, pendant que tu n'as rien contribué. S'il y a des problèmes financiers, c'est parce que j'ai du mal à entretenir une maison que tu devrais aider à soutenir. Le revenu locatif du sous-sol seul s'élève à $800 par mois depuis 2 ans, Amanda. Cela fait plus de $19 000 que tu as collecté sur une propriété qui est à moitié la mienne, sans compter tout le capital que tu as volé par le biais de demandes de prêts frauduleuses. Cette fois, le silence s'est étiré assez longtemps pour que je pense qu'elle avait raccroché. Quand elle a finalement répondu, son ton avait encore changé, devenant suppliant et manipulateur. Karl, je pense que tu confonds certaines choses, et peut-être que nous devrions nous asseoir après les vacances et éclaircir tout malentendu. Mais pour l'instant, tu as ruiné Noël pour toute notre famille. Maman pleure, tout le monde est bouleversé, et tu t'es fait passer pour un monstre complet à cause d'une voiture que je t'aurais rendue de toute façon. Je suis sûr que tu l'aurais rendue juste après avoir fini de vendre la maison et disparu avec ma moitié du produit. La ligne est devenue muette. J'ai conduit jusqu'au terrain de la compagnie de remorquage pour récupérer ma voiture, me sentant à la fois justifié et émotionnellement épuisé. Le chauffeur de la dépanneuse, dont l'étiquette portait le nom « Miguel », était en train de terminer la paperasse quand je suis arrivé. Les conflits familiaux sont ce qu'il y a de pire, a-t-il dit, secouant la tête. Je fais ce travail depuis 12 ans et j'ai vu toutes sortes de folies imaginables. Mais quand les membres de la famille commencent à se voler mutuellement, ça devient vraiment moche, très rapidement. Alors que je signais les formulaires de libération, Miguel a mentionné quelque chose qui m'a glacé le sang. Vous savez, je me souviens de cette adresse d'il y a quelques mois. La même dame nous a appelés pour remorquer une camionnette qui appartenait à des entrepreneurs qui travaillaient sur sa maison. Elle affirmait qu'ils l'avaient abandonnée dans son allée, mais quand nous sommes arrivés, les entrepreneurs travaillaient toujours. Ils ont dit qu'elle essayait d'éviter de les payer pour un travail qu'ils avaient déjà terminé. La dernière pièce du schéma d'Amanda s'est mise en place. Elle utilisait les compagnies de remorquage comme des armes contre quiconque menaçait son style de vie frauduleux. Entrepreneurs, créanciers, probablement même d'anciens locataires qui avaient posé trop de questions sur la légalité de son opération de location au sous-sol. J'étais juste la dernière victime d'une longue liste de personnes qu'Amanda avait essayé de manipuler et de tromper. La semaine entre Noël et le Nouvel An a apporté une cascade de révélations qui ont transformé ma compréhension de la vraie nature d'Amanda et de l'ampleur totale de ses crimes financiers. Ce qui avait commencé comme un litige sur les coûts de rénovation domiciliaire avait évolué vers quelque chose qui pouvait potentiellement envoyer ma sœur en prison fédérale. Le 28 décembre, j'ai reçu un envoi prioritaire contenant les résultats complets de l'enquête de comptabilité judiciaire de Sandra Kim. Le rapport de 18 pages détaillait des irrégularités financières qui allaient bien au-delà de la simple fraude immobilière. Amanda menait ce que le rapport décrivait comme un système systématique de vol d'identité, de fraude postale et de manipulation d'actifs, s'étendant sur plusieurs années et impliquant de nombreuses institutions financières. L'opération de location au sous-sol seule constituait plusieurs crimes graves. Amanda collectait des paiements en espèces des étudiants, tout en ne déclarant aucun revenu locatif à l'internal revenu service, se soustrayant aux obligations fiscales fédérales et étatiques. Elle exigeait également des locataires qu'ils paient des frais supplémentaires pour les services publics, le stationnement et l'entretien de la propriété, qui n'étaient jamais réellement fournis, menant essentiellement une petite opération d'extorsion ciblant de jeunes adultes vulnérables qui avaient besoin d'un logement abordable. Mais l'interception du courrier était peut-être la violation la plus grave. L'enquête de Sandra avait mis au jour des preuves qu'Amanda avait systématiquement détourné ma correspondance pendant plus de 4 ans, non seulement pour cacher ses propres activités financières, mais pour activement se faire passer pour moi dans les communications avec les créanciers, les agences gouvernementales et les fournisseurs de services. Elle avait apparemment utilisé le courrier intercepté pour recueillir les informations personnelles nécessaires au vol d'identité, puis détruit les preuves pour couvrir ses traces.
L'analyse judiciaire a révélé au moins 14 cas distincts où Amanda avait falsifié ma signature sur des documents allant des appels d'impôts fonciers aux réclamations d'assurance, en passant par des demandes de prêt. Dans plusieurs cas, elle avait en fait augmenté la couverture ou les avantages en affirmant que les deux propriétaires vivaient dans la maison à temps plein, puis empoché les paiements supplémentaires tout en me laissant légalement responsable de toute réclamation ou obligation. Le plus troublant de tout, c'est qu'Amanda interceptait et répondait à la correspondance officielle de l'évaluateur du comté, de la société hypothécaire et même de l'administration de la sécurité sociale. Elle déposait des déclarations de revenus frauduleuses me déclarant comme personne à charge, tout en utilisant simultanément mon identité pour obtenir du crédit et des prêts dont je n'étais pas au courant. Le rapport estimait que ces divers stratagèmes avaient généré plus de 200 000 $ de revenus illégaux et d'avantages financiers au cours des 4 dernières années. Jason Torres m'a appelé le 29 décembre avec des informations supplémentaires qui m'ont glacé le sang. Son enquête avait mis au jour des liens entre Amanda et un réseau d'autres personnes impliquées dans des stratagèmes de fraude immobilière similaires. Apparemment, elle travaillait avec un courtier hypothécaire nommé Derek Patterson, qui se spécialisait dans l'aide aux clients pour obtenir des prêts en utilisant des documents douteux et des valeurs immobilières gonflées. Votre sœur n'opérait pas seule, m'a expliqué Jason lors de notre conversation téléphonique. Patterson dirigeait ce qui équivalait à une usine de fraude aux prêts, aidant les gens à extraire du capital des propriétés héritées par le biais de fausses rénovations, de signatures falsifiées et de documents de revenus falsifiés. Le FBI enquête sur ce réseau depuis plus d'1 an, et les activités de votre sœur correspondent parfaitement au schéma. L'opération de Patterson impliquait le recrutement de personnes qui avaient hérité de propriétés mais ne les géraient pas activement, puis les aider à créer des stratagèmes élaborés pour extraire le maximum de capital par des moyens frauduleux. Amanda avait apparemment été référée à Patterson par des contacts qu'elle avait établis au cours de sa brève carrière immobilière, et il lui avait fourni des modèles, de la documentation, et même un entraînement sur la façon de forger des signatures et de manipuler des dossiers financiers. Le contrat de rénovation de 94 000 $ n'était pas seulement une tentative d'obtenir mon argent. Cela faisait partie d'un stratagème plus vaste visant à gonfler artificiellement la valeur de la propriété, puis à obtenir des prêts supplémentaires basés sur les prétendues améliorations. L'entreprise de Patterson aurait effectué un minimum de travail réel tout en documentant des rénovations importantes, créant des photos avant et après frauduleuses et générant de faux reçus qui pourraient être utilisés pour justifier des valeurs immobilières accrues et une capacité d'emprunt supplémentaire. Mais l'enquête de Jason avait également révélé quelque chose qui rendait ma situation encore plus précaire. Le FBI menait une surveillance de l'opération de Derek Patterson depuis plusieurs mois, et ils avaient des dossiers détaillés des communications d'Amanda avec son entreprise. Mon nom est apparu dans plusieurs documents comme co-conspirateur dans le stratagème de fraude à la rénovation, entièrement basé sur les signatures falsifiées et les communications frauduleuses qu'Amanda créait. La bonne nouvelle, c'est que votre action rapide en refusant de participer et votre décision d'engager des enquêteurs vous ont probablement sauvé d'une responsabilité pénale grave, m'a dit Jason. La mauvaise nouvelle, c'est que vous aurez besoin d'un avocat immédiatement, car l'enquête fédérale avance rapidement et vous serez probablement contacté par les forces de l'ordre dans les prochaines semaines. J'ai engagé Barbara Chen, une avocate de la défense pénale spécialisée dans les cas de fraude financière et expérimentée dans la représentation des victimes de vol d'identité. L'examen préliminaire de mes documents par Barbara a confirmé que j'étais susceptible d'être traité comme une victime plutôt qu'un conspirateur, mais elle m'a averti que les enquêtes fédérales pouvaient être imprévisibles et longues. Votre sœur a utilisé votre identité si largement qu'il faudra des efforts considérables pour démêler vos finances des siennes, a expliqué Barbara lors de notre consultation. Le fait que vous ayez engagé des enquêteurs de manière proactive et documenté ces activités frauduleuses joue fortement en votre faveur, mais vous devez vous préparer à un long processus juridique. Pendant ce temps, l'humiliation d'Amanda la veille de Noël avait déclenché un effondrement complet de son personnage soigneusement construit sur les réseaux sociaux. Son compte Instagram, qui présentait auparavant un style de vie de luxe et de loisirs, publiait désormais des messages de plus en plus désespérés sur la trahison familiale et de fausses accusations qui la faisaient paraître paranoïaque et instable. Le 30 décembre, elle a publié un essai décousu de 3000 mots sur Facebook intitulé « Quand la famille choisit l'argent plutôt que l'amour », qui détaillait sa version de notre conflit, tout en avouant par inadvertance plusieurs des irrégularités financières que j'avais découvertes. Elle affirmait que tout l'argent qu'elle avait emprunté sur la maison était nécessaire pour l'entretien et les améliorations, ce avec quoi Carl aurait dû aider depuis le début. Elle a admis percevoir des revenus locatifs, mais les a qualifiés de frais de garde de maison d'amis qui restaient occasionnellement. Elle a reconnu avoir intercepté mon courrier, mais l'a décrit comme aidant mon frère occupé à gérer sa correspondance pendant qu'il se concentrait sur sa carrière.
La publication a reçu des dizaines de commentaires d'amis et de proches, mais le ton était notablement différent de son soutien antérieur sur les réseaux sociaux. Les gens posaient des questions précises sur les détails de nos arrangements de propriété, la légalité de ces activités de location et la pertinence de prendre des décisions financières sans consulter un copropriétaire. Plusieurs commentaires provenaient de membres de la famille qui avaient assisté au rassemblement de Noël et étaient clairement troublés par ce dont ils avaient été témoins. Maman m'a appelé la veille du Nouvel An, sa voix tremblante et incertaine d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. « Karl, j'ai besoin de te poser des questions sur certaines choses qu'Amanda m'a dites, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. » « Bien sûr, maman. Que veux-tu savoir? Est-ce qu'Amanda a vraiment falsifié ta signature sur des documents légaux? Est-ce qu'elle te volait de l'argent? Est-ce que la police va l'arrêter? J'ai passé 45 minutes à expliquer à maman les preuves que j'avais recueillies, décrivant les stratagèmes d'Amanda en des termes qui ne détruiraient pas complètement l'image qu'elle avait de sa fille, tout en précisant que des crimes graves avaient été commis. À la fin de la conversation, maman pleurait. « Je ne comprends pas comment cela a pu arriver », a-t-elle dit à travers ses larmes. Je pensais qu'Amanda remettait enfin sa vie en ordre. Je pensais qu'elle prenait la responsabilité de la propriété familiale. Comment ai-je pu manquer tout cela? Amanda est très douée pour la manipulation et la tromperie, maman. Elle a eu des années de pratique, et elle a spécifiquement ciblé les gens qui l'aiment et veulent voir le meilleur en elle. Ce n'est pas ta faute. Mais je pouvais entendre dans la voix de maman qu'elle commençait à comprendre l'ampleur totale de la trahison d'Amanda, non seulement contre moi, mais contre toute la famille. L'enfant prodige qui ne pouvait rien faire de mal avait systématiquement menti et volé à tous ceux qui tenaient à elle. La prochaine phase de ce cauchemar était sur le point de commencer. 6 mois plus tard, je me tenais dans la cuisine de ma nouvelle maison, regardant la lumière du soleil matinal inonder les fenêtres qui donnaient sur une petite cour bien entretenue, où mon golden retriever adopté, Murphy, enquêtait sur des odeurs intéressantes près de la clôture. La maison de plain-pied à 3 chambres dans une banlieue tranquille de Cleveland m'avait coûté 275 000 $, financée par des moyens conventionnels avec mon propre crédit et un acompte provenant de la vente de ma maison d'enfance. Amanda avait accepté de plaider coupable aux accusations fédérales de fraude postale, de vol d'identité et d'évasion fiscale, en échange d'une sentence de 18 mois de probation, 600 heures de travaux d'intérêt général et un remboursement intégral de l'argent qu'elle avait volé. L'accord de plaidoyer lui permettait d'éviter la prison fédérale, mais l'obligeait à rembourser plus de 180 000 $ en prêts frauduleux, en revenus locatifs volés et en pénalités fiscales. La maison avait finalement été vendue pour 412 000 $, après qu'Amanda ait été forcée d'expulser ses locataires du sous-sol et d'effectuer des réparations minimales pour que la propriété soit conforme aux normes légales de vente. Après avoir payé toutes les dettes légitimes, résolu les prêts frauduleux et couvert les frais juridiques, j'ai reçu suffisamment d'argent pour acheter ma propre maison directement, et il me restait encore un fonds d'urgence substantiel. Amanda vivait désormais dans un modeste appartement d'une chambre de l'autre côté de la ville, travaillant 40 heures par semaine comme caissière dans un grand magasin de détail et assistant à des sessions obligatoires de conseils financiers tous les samedis matins. Son compte Instagram avait été supprimé. Ses biens de luxe avaient été vendus pour payer les restitutions, et elle avait échangé ses vêtements de marque contre les polos et les kakis uniformes exigés par son employeur. Le développement le plus surprenant avait été la transformation progressive d'Amanda, passant de manipulatrice imbue de ses droits à quelqu'un qui semblait sincèrement engagé à comprendre et à changer son comportement. L'exigence de travaux d'intérêt général l'avait placée dans un programme qui aidait les familles à faible revenu avec des réparations de base à domicile, lui enseignant de véritables compétences en construction, tout en la forçant à faire face à la réalité des gens qui luttaient financièrement sans que ce soit leur faute. 3 mois après la conclusion des procédures judiciaires, Amanda m'avait appelé pour s'excuser. Non pas l'excuse manipulatrice et pleine d'excuses à laquelle je m'attendais, mais une reconnaissance sincère de la douleur qu'elle avait causée et de la confiance qu'elle avait détruite. « Je sais que dire pardon ne répare rien », m'avait-elle dit lors de cette difficile conversation téléphonique. « Je sais que je t'ai volé, que je t'ai menti, et que j'ai essayé de détruire tes relations avec notre famille. Je sais que j'ai passé des années à te traiter comme un distributeur automatique, tout en jouant la victime chaque fois que tu ne me donnais pas ce que je voulais. » J'avais écouté sans interrompre, entendant quelque chose dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant, un remords réel plutôt que de l'apitoiement. Les séances de conseil m'ont aidé à comprendre que j'étais accro à vivre au-dessus de mes moyens et à utiliser d'autres personnes pour financer un style de vie que je n'avais pas gagné, avait-elle poursuivi. Je me suis convaincu que je méritais ces choses parce que la vie avait été injuste envers moi, mais en réalité, je volais simplement des gens qui m'aimaient,
parce que je pensais que je pouvais m'en tirer. La conversation avait duré plus d'1 heure, couvrant des années de ressentiment, de manipulation et de dysfonctionnement familial qui avaient abouti à des accusations de fraude criminelle. Amanda avait reconnu que ses problèmes avaient commencé bien avant la mort de papa, enracinés dans des schémas d'enfance où elle avait appris à utiliser la manipulation émotionnelle pour éviter les conséquences et obtenir ce qu'elle voulait. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes ou que tu me fasses à nouveau confiance », avait-elle dit vers la fin de l'appel. « Je voulais juste que tu saches que je comprends enfin ce que j'ai fait et que je vais passer le reste de ma vie à essayer de devenir le genre de personne qui mérite de faire partie d'une famille. » Notre relation est restée distante, mais respectueuse. Je recevais occasionnellement des messages textes me tenant au courant de ses progrès dans le programme de conseil financier ou partageant de petites réalisations de son emploi dans le commerce de détail. Elle avait apparemment été promue assistante gérante après avoir fait preuve de fiabilité et d'une solide éthique de travail, des qualités qui avaient été complètement absentes pendant ses années de vie frauduleuse. Maman avait lutté contre la dépression et l'anxiété après les révélations sur les activités criminelles d'Amanda, mais elle avait finalement commencé à assister à ses propres séances de thérapie pour gérer la culpabilité et la confusion d'apprendre que son enfant préféré trompait systématiquement tout le monde depuis des années. Elle s'était excusée à plusieurs reprises de mon rôle dans la facilitation du comportement d'Amanda et de m'avoir fait pression pour soutenir des stratagèmes qui étaient fondamentalement frauduleux. Je voulais tellement croire qu'Amanda prenait enfin la responsabilité de sa vie, avait expliqué maman lors d'un de nos appels téléphoniques hebdomadaires. J'ai ignoré des signes avant-coureurs évidents, car c'était plus facile que d'affronter la vérité sur son caractère. J'ai échoué envers vous deux en ne voyant pas ce qui se passait réellement. La famille élargie avait progressivement compris que la crise d'Amanda la veille de Noël avait été l'aboutissement d'années de fraude financière, plutôt qu'un simple désaccord fraternel sur l'argent. La plupart des proches avaient été horrifiés d'apprendre qu'ils avaient participé involontairement à du contenu sur les réseaux sociaux conçus pour faciliter la fraude immobilière, et plusieurs avaient fourni des déclarations aux enquêteurs fédéraux documentant le comportement trompeur d'Amanda lors des rassemblements familiaux. Derek Patterson, le courtier hypothécaire qui avait encadré les activités frauduleuses d'Amanda, a reçu une peine de prison fédérale de 5 ans et a été condamné à payer plus de $2 millions en restitution à diverses victimes. Son réseau de fraude aux prêts avait finalement impliqué plus de 40 propriétés et plus de $300 000 de prêts frauduleux, faisant du cas d'Amanda juste un exemple d'une entreprise criminelle beaucoup plus vaste. La leçon la plus précieuse que j'ai apprise est que fixer des limites n'est pas égoïste. C'est essentiel pour des relations saines et l'intégrité personnelle. Pendant des années, j'avais facilité le comportement destructeur d'Amanda en lui fournissant une assistance financière et un soutien émotionnel, sans exiger de responsabilité ou de changement. Mon refus de payer pour sa fantaisie de rénovation avait en fait été la chose la plus gentille que j'aurais pu faire, à la fois pour moi et finalement pour elle. Les relations familiales ne sont pas une question de soutien financier inconditionnel ou d'acceptation des abus au nom de la loyauté. La vraie famille signifie se tenir mutuellement responsables, soutenir une croissance et un changement positif et authentique, et refuser de participer à des schémas destructeurs qui nuisent à toutes les personnes impliquées. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour quelqu'un est de refuser de faciliter ses pires pulsions et de le forcer à faire face aux conséquences de ses choix. Alors que je regardais Murphy chasser un écureuil dans la cour, j'ai réalisé que ma vie était devenue exactement ce que j'avais toujours voulu, paisible, authentique et libérée du drame constant et de la manipulation qui avait défini mes relations familiales pendant tant d'années. J'avais une maison qui m'appartenait entièrement, un emploi qui offrait à la fois sécurité financière et satisfaction personnelle, et des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur la culpabilité et l'obligation. Amanda reconstruirait éventuellement sa vie sur une base de réalisations authentiques plutôt que de fraude et de manipulation. Et ce processus la rendrait plus forte et plus résiliente qu'elle ne l'avait jamais été pendant ces années d'argent facile et de succès artificiel. Maman apprendrait à voir ses enfants comme les adultes complexes et imparfaits que nous étions réellement, plutôt que les versions idéalisées qu'elle avait créées dans son esprit, et je continuerais à construire le genre de vie qui reflétait mes valeurs et mes priorités réelles, plutôt que de réagir constamment aux crises et aux exigences des autres.